Une constellation vivante. Un trésor écologique qui attire aujourd'hui les passionnés de plongée. La terre des bonnes gens s'ouvre au tourisme. Pour ce pays coupé du monde par 25 ans de guerre, c'est une nouvelle vocation. À l'école de tourisme d'Inhambane, une génération de jeunes Mozambicains s'y prépare. Les tortues, les raies mantas, les baleines à bosse, les dauphins et les requins-baleines. Voici les espèces spécifiques à la plage de Tofo. La leçon d'anglais du jour est consacrée à la faune sous-marine. Le requin-baleine est le plus grand poisson de l'océan. Grand comme ça? Plus grand? Grand comme cette pièce? Plus grand? Aujourd'hui, les étudiants se préparent à une sortie en mer, la première de leur vie. Normalement, quand on parle de requin, on s'imagine un gros poisson qui vous attaque. Le requin-baleine, lui, est aussi pacifique qu'un végétarien. Tout comme votre professeur. Totalement inoffensif. Il a une grande bouche, mais pas vraiment de dents. Il ne vous mordra pas. Je vous promets. Eh bien, mesdames et messieurs, il est temps d'aller à Tofo et de rencontrer les requins-baleines. Le professeur d'anglais, Darren Clark, est membre d'AMAR, une association qui permet aux habitants de la région de découvrir les richesses sous-marines. AMAR est un réseau de professionnels de la plongée et du tourisme. Christophe Chazot prend le relais de Darren et accueille les étudiants sur la plage de Tofo. Bienvenue à Tofo. Ce Français a installé ici une agence de voyage en misant sur les fabuleuses richesses des fonds sous-marins. Le temps n'est pas génial, mais ça change vite par ici. On va se rendre au centre de plongée, je vous expliquerai tout, on se mettra en tenue et après, on ira sur l'eau. Okay. Let's go to the dive center. So Julio is going to be your... Julio sera votre guide. He's a member Il est aussi of membre d'AMAR. First, Eh bien, on va se mettre en tenue. the shot like this. É muito difícil, C'est très difficile d'amener les Mozambicains ici. primeiro porque muitos D'abord parce que moçambicanos não têm beaucoup muita d'entre eux noção, n'ont pas de notion de ce qui se passe sous l'eau. na verdade acontece no mar e nós estamos Ils ne sont pas habitués à ce qui vit dans la mer. habituados a esta vida marítima. Souvent, les Mozambicains ont assez peur des requins. Les pêcheurs qui partent ici avec les petites barques, la plupart ne savent pas nager. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas nager et qui ont vraiment peur de la mer. Pour qu'ils surmontent leur réticence, Christophe et Julio offrent aujourd'hui aux étudiants ce qu'ils organisent d'ordinaire pour les touristes. Un safari en pleine mer. À seulement quelques centaines de mètres de la plage, juste sous la surface, on distingue déjà la masse sombre d'un requin-baleine.
Les plus grands poissons du monde se donnent rendez-vous au large de Tofo. Nul ne sait exactement pourquoi, mais c'est une aubaine pour les Mozambicains. Ces animaux attirent de plus en plus d'amateurs. Dans d'autres pays, les requins-baleines sont victimes de leur succès, harcelés par les touristes. Ici, Amar compte sur l'émotion du face-à-face pour faire des jeunes Mozambicains les futurs défenseurs de la faune sous-marine. Quelle merveille! Il est immense! Il est plein de couleurs! Il fait 10 mètres. Il était seul. Il est très beau. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était fantastique. J'étais tout près, si seulement je pouvais le toucher. C'est magnifique de voir leur réaction. Ils voient un poisson énorme comme ça, jamais ils ont vu ça de leur vie. Surtout que les conditions étaient assez dures aujourd'hui. Je pensais vraiment pas qu'on pourrait voir ça. Je pensais pas qu'ils puissent tous aller dans l'eau comme ça. Et ils l'ont tous vu, donc c'est fabuleux. Sur la plage de Tofo, un autre membre d'Amar fait le bilan de la plongée du jour avec ses stagiaires. Il y a quelques années, Carlos Makwakwa a lui aussi été bouleversé par sa rencontre avec les fonds marins. Une émotion qui a changé sa vie. Il est devenu le premier instructeur de plongée au Mozambique. Aujourd'hui, il est le meilleur apôtre de la conservation sous-marine. Quand il ne plonge pas, Carlos sillonne les villages côtiers pour partager sa connaissance du milieu marin. Il s'est donné pour mission d'éveiller les habitants de la côte à une ressource dont ils ne soupçonnent pas l'existence. C'est très important pour moi de transmettre ce message. Je me sens le devoir de faire ça. Parce que personne au Mozambique ne peut vraiment apporter un témoignage de première main. Il y a des gens qui travaillent à la conservation des ressources maritimes, mais je suis le seul à pouvoir parler à la première personne. À 4 km de la côte, la communauté de Maunza. Ici, on vit de la pêche plus que du tourisme. Et il faut toute la passion de Carlos pour convaincre les habitants de porter un regard différent sur l'océan. Les tortues, vous devez les laisser dans la mer pour qu'on puisse se développer. Parce qu'ici, nous n'en sommes qu'à l'aube. Les tortues qu'on tue, elles ne sont pas à nous. Elles viennent des côtes d'Afrique du Sud, parce que la mer n'a pas de frontières. Elles nagent jusqu'ici, et après, toi, Bisu, tu les pêches. Tu les sors de la mer. Et puis tu vas les vendre à la dame qui est là-bas. Et tu lui dis que c'est une bonne viande à acheter. On ne veut plus de ça. On se comprend? Oui, on comprend. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben vous, nos enfants, vous devez empêcher ça. C'est ce qu'il faut faire. Quand on voit des tortues de temps en temps, elles ont peur maintenant. Elles s'enfuient. Alors il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait. On a les preuves qu'on détruit la mer. Du coup, notre pays risque de rester sous-développé. Et nous,
On n'a pas d'or, comme en Afrique du Sud. Eux, ils ont de l'or. Mais nous, ici, même si on creuse très profond, on ne trouvera pas d'or. Notre or, c'est la mer. Une tortue vivante peut rapporter davantage que si on la pêche. À Maounza, l'idée commence à faire son chemin. La nouvelle donne touristique permettra-t-elle de préserver les richesses du pays? À quel tourisme le Mozambique va-t-il choisir de s'ouvrir? Plus au nord, vers le centre du pays, un parc national pourrait servir de modèle. Le parc de Gorongosa occupe l'extrémité sud de la vallée du Grand Rift, qui traverse en partie le continent. « 4000 km² de forêts tropicales, de gorges, de savanes et de plaines inondables. Une incroyable mosaïque d'écosystèmes. L'histoire de ce parc résume à elle seule ce que sont les richesses, les drames et les chances du Mozambique. Dans les années 60, Gorongosa était le fleuron de l'Afrique australe. Adolfo Macadona était alors le fils de l'administrateur du parc. Il grandissait paisiblement dans ce qui ressemblait à un paradis animalier. Je me souviens qu'avant de se poser, les petits avions qui amenaient les touristes ici devaient passer en rase-motte au-dessus de la piste d'atterrissage pour faire fuir les zèbres, les hippotragues, les gnous et les petites antilopes qui s'y prélassaient. Alors, avant même d'arriver au camp, c'était déjà très beau, parce qu'il y avait une abondance d'animaux à voir. Mais le pays s'enfonça dans une guerre d'indépendance, puis dans une guerre civile particulièrement sanglante. Gorongosa devint un champ de bataille. Après 25 ans de violence, il ne restait dans le parc qu'une centaine d'éléphants sur plus de 2000. Et presque aucun des 500 lions, des 2000 impalas, des 3000 hippopotames et des 14 000 buffles qui le peuplaient jadis. L'enfant du parc, enrôlé par l'armée puis démobilisé, retrouva Gorongosa 28 ans après l'avoir quitté. Tout était détruit. Vous pouvez imaginer combien ça m'a rendu triste. Depuis le jour de mon arrivée ici, mon rêve est de voir ce parc entièrement rétabli. Aujourd'hui, Macadona est guide, et son rêve est en train de devenir réalité. L'État mozambicain a signé un partenariat avec la fondation Greg Carr, du nom d'un riche mécène américain qui a fait fortune dans la Silicon Valley. Un contrat de 20 ans pour redonner vie au parc. Les soldats sont devenus gardes-chasse. Et leurs armes ne servent désormais qu'à intimider les animaux dangereux et les braconniers. Le projet de restauration du parc consiste à recréer un équilibre écologique entre les différentes espèces. Une mission complexe qui se déroule à l'abri d'une zone protégée. Un parc dans le parc. C'est l'entrée du sanctuaire. C'est ici que nous gardons les animaux. Et il faut toujours garder cette porte fermée pour éviter qu'ils s'enfuient. Justino Davan n'ouvre jamais cette porte aux visiteurs. Le sanctuaire est la zone la plus fragile du parc, celle où l'on réintroduit progressivement les animaux qui repeupleront Gorongosa. Les gardes ont observé des vautours tournoyant au-dessus du sanctuaire. Si l'un de leurs protégés est mort, ils doivent le répertorier.
Mais avant de trouver un mammifère mort, il tombe sur un python bien vivant. Vivant bien qu'exténué par la digestion de sa dernière victime. En réintroduisant de grands herbivores comme ces gnous, Justino et son équipe comptent sur eux pour faire reculer les friches et permettre ainsi à d'autres mammifères de prospérer, recréant en fin de compte une chaîne alimentaire complète. À l'abri du sanctuaire, la vie sauvage reprend ses droits. Et c'est un symbole qui renaît. Gorongosa, c'est l'âme du pays. C'est sa nature profonde. C'est ici que l'on montre au reste du monde les richesses et les beautés du Mozambique. C'est un parc unique par la diversité de la flore et de la faune. Bien sûr, pour le moment, c'est limité. Mais nous luttons pour que Gorongosa retrouve son titre de gloire. Le berceau de l'humanité. Je dirais l'endroit où l'arche de Noé est arrivée. On ne vient pas ici pour collectionner en rafale les photos de lions ou de léopards, mais pour assister à l'incroyable résurrection de ce kaléidoscope écologique. Le retour de la vie sauvage n'est pourtant pas une fin en soi. Le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et le parc s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de vie des 250 000 personnes qui vivent aux alentours. Pauvreté, malnutrition, enclavement, le premier travail de Macadona était de recenser les urgences. Et elles ne manquaient pas, comme dans le village de Boulawa. Pour son chef, Joan Mekisene Gilles, c'est surtout l'accès aux soins qui pose problème. Quand on a un malade, il faut aller loin. Et il n'y a pas de moyen de transport. Si quelqu'un tombe malade, nous n'avons pas de vélo pour l'emmener, au moins jusqu'à la route. Deux fois par semaine, désormais, les habitants de Mbulawa reçoivent la visite de l'infirmier du parc. « 20% des revenus de Gorongosa sont aussi reversés aux communautés. Des écoles sont construites, des centres de soins sont ouverts. Dans la zone dite de développement durable qui encercle le parc, les revenus du tourisme commencent à profiter à la population. Le groupe des Gorongosa Brothers peut chanter les louanges du parc. Leur appel à protéger la nature a aujourd'hui plus de chances d'être entendu.
Un campement éphémère. Quelques tentes perdues dans le bush, loin de tout superflu et tout près de la nature élémentaire du parc. Pour attirer davantage de visiteurs, Gorongosa s'ouvre au tourisme privé. Alors qu'ils traversaient le Mozambique, Rob et Jocelyne Janisch s'arrêtèrent un soir dans le parc et furent enthousiasmés par le projet de restauration. Quelques mois plus tard, soutenus par des investisseurs sud-africains, ils ouvraient cet écolodge et recevaient leurs premiers clients. Bientôt, d'autres lodges privés s'installeront dans le parc, avec pour mission de ne rien altérer. À Gorongosa, Rob et Jocelyne sont des pionniers. On essaye de situer l'exigence en termes d'impact sur l'environnement. C'est le plus important. Par exemple, notre camp est entièrement amovible. Il peut être complètement démonté et emporté à la fin de la saison. Ce qui est fantastique, c'est qu'il ne reste vraiment rien quand on enlève les tentes. Ce qu'on cherche à faire pour le parc, c'est de placer la barre à un certain niveau. On ne sera pas forcément parfait, mais on va essayer d'établir une référence. Et si tout va bien, on formera une association avec les nouveaux opérateurs pour continuer d'améliorer ces normes jusqu'à ce que le tourisme privé à Gorongosa soit plus responsable, plus écologique, plus tourné vers le développement social et l'enrichissement de la population locale, plus tourné vers la conservation que dans d'autres parcs. Et c'est ce qui est excitant à Gorongosa, c'est qu'on peut contribuer à ce processus. On peut faire partie de l'histoire. Will Whitford et Sue Watt ne sont pas venus en client. Sue est journaliste et un journal anglais lui a commandé un article sur l'écotourisme au Mozambique. 30 ou 40% du parc sont formés par d'immenses plaines inondables qui attirent de grands troupeaux d'herbivores. C'est comme ça que le parc a pu abriter 14 000 buffles à sa grande époque. Tous ceux qui s'occupent du parc le savent. La survie de ces vastes plaines dépend d'une montagne qui les surplombe. Pour comprendre de quelle manière, la journaliste décide de se rendre sur le mont Gorongosa, situé à l'extérieur des frontières du parc. Les étrangers qui veulent accéder à la montagne doivent d'abord faire halte dans ce hameau pour obtenir une permission très particulière. Ils sont reçus par un régulo, un chef traditionnel, et Eugenio Almeida. Voici Monsieur Will et Madame Sue. Ce sont eux qui viennent pour la cérémonie. Quel que soit l'endroit où l'on se rend, il faut se faire accompagner en pratiquant d'abord la cérémonie. Cette tradition vient des origines. Ce n'est pas nous qui l'avons instituée. Elle remonte aux origines originelles. Du fond des âges vient aussi l'interdiction de porter sur soi la couleur rouge. Elle est réputée néfaste et elle incommoderait les ancêtres auprès de qui le chef va solliciter l'accès à la montagne. La réponse est favorable. Le chef partage avec l'assistance le vin et le tabac offerts aux ancêtres.
À la saison des pluies, la montagne se gorge d'eau. Puis elle la relâche tout au long de l'année, irriguant la plaine et donnant vie au parc. Or, ce système est en danger, comme l'explique le guide Castro Moraes. Ici, les gens installent leur culture pour produire du maïs, des bananes, des patates douces. C'est très préjudiciable parce que ça finit par assécher les rivières. Car pour cultiver cette terre, les habitants de la montagne la déboisent. La forêt tropicale recule et ne retient plus l'eau. Pour protéger Gorongosa, il faut donc protéger la montagne. Un projet est à l'étude pour l'intégrer au parc. Le lendemain matin, Sue, Will et leurs porteurs ne sont plus qu'à 100 mètres sous le sommet, juste au-dessus des cimes. Même s'il est encore fragile, le parc de Gorongosa renaît de ses cendres. Et c'est tout le cœur sauvage du pays qui bat à nouveau. Il y a un esprit optimiste par ici. Il y a un passé très lourd un peu partout. Les gens ont le sentiment qu'ils veulent progresser, qu'ils veulent aller de l'avant. Je crois qu'ils ont tourné la page sur le passé. Ils ont un vrai besoin de revenus et d'investissement. C'est un pays magnifique et le tourisme est bien sûr la réponse à ces besoins. Et voilà, quelle vue! Ça valait la peine. Plus on progresse vers le nord, plus le tourisme est une idée neuve et plus le voyage tient de l'aventure. Dans la province du Nyassa, les visiteurs, peu nombreux, font l'expérience de l'éloignement. Une seule route les amène ici. Puis la route devient une piste. Et après plusieurs heures de chaos, la piste s'arrête. Au-delà, il faut continuer à pied ou en bateau. Suivre 150 ans après les traces du docteur Livingstone, qui fit ici son voyage le plus difficile. Un cabotage le long des rives du lac Nyassa pour se perdre encore un peu plus. Et soudain, à l'abri d'une crique minuscule, le terme du voyage, caché comme un secret par la végétation. Un écolodge si discrètement niché sur le rivage qu'il semble né de la forêt et du lac.
Ne viennent jusqu'ici que des voyageurs qui, comme Elena et Andrea, recherchent l'immersion. Mais une immersion somptueuse. C'est vraiment grand. Regarde ça, c'est magnifique. On va être comme le roi et la reine. Les arbres dissimulent 6 habitations toutes différentes et toutes bâties sur le même principe, associer le luxe des détails et le faste de la nature. Vous avez ici la douche avec de l'eau chaude. Ça prend quelques minutes pour avoir de l'eau chaude. Et on a aussi de l'eau chaude ici? Oui. Très bien. Je crois qu'on va passer un bon moment. Bienvenue. Ça a l'air formidable. Il y a une rivière là en bas? Oui, il y a une rivière qui descend jusqu'au lac. Dans ce bout du monde, offrir un accueil de ce genre relève de l'aventure permanente. Il n'y a ici ni électricité, ni infrastructure, ni commerce à proximité. Il faut tout fabriquer sur place, tout faire pousser. Plus de 50 personnes s'occupent dans l'ombre du bien-être d'une toute petite poignée de clients. Amatukano akana kulongolola alekeni yao watayambile. Amatukano akana kulongolo alekeni ko watayambile. Uyol jambile mbomalake. C'est assez incroyable. On se trouve au beau milieu du monde sauvage africain et en même temps le service est de première classe. C'est un sentiment très étrange d'avoir tout ça au milieu de nulle part. Contrairement aux rives du Malawi, parsemées d'hôtels, le côté mozambicain du lac est jusqu'à présent inaltéré. Une zone de 120 000 hectares que la déforestation et l'activité humaine ont épargnée. En y installant le lodge en 2003, ses fondateurs font un pari. Le tourisme peut offrir le moyen de sanctuariser cette région tout en la développant. Pour cela, il crée une fondation, nommée Manda Wilderness. Le lodge et la fondation sont les deux versants d'un même projet. Et l'on ne sait pas toujours si l'on se trouve ici dans un hôtel ou dans une organisation d'aide au développement. Pour le directeur du lodge, Malcolm Turner, les deux sont parfaitement indissociables. Ce dont les gens ont le plus besoin, ce sont des emplois. Jusqu'à présent, il n'y a ici qu'une agriculture de subsistance et un peu de pêche artisanale. Le tourisme peut leur fournir des emplois et il n'épuisera pas leurs ressources. Ce sera durable. Les poissons, les animaux, les arbres et la beauté des lieux resteront une ressource dans l'avenir. Ils continueront à représenter une source de revenus et un chemin de développement. Alexis Toy est chargé des relations avec les 16 villages qui entourent le lodge. L'idée du voyage, mercredi, c'est de partir d'une Kwichi Lodge et d'aller jusqu'à Kobwe, en bateau si possible. Et mercredi, nous avons une réunion à Kundezi à 15h. Le village le plus proche se trouve à 1 heure de marche, le plus lointain à 4 jours.
Et après, on redescend en passant par les villages et on a une réunion chaque jour. L'idée, c'est de revenir samedi. Alexis se rend dans chacune des communautés plusieurs fois par an pour y faire le point sur les projets en cours. Les pêcheurs ont pris l'habitude de voir le bateau du Lodge mettre le cap sur les villages du littoral. Plus qu'aucun autre projet touristique dans le pays, le Lodge organise la cogestion du développement avec les villages. Une approche qui lui a valu plusieurs prix d'écotourisme. Si la population locale n'était pas partie prenante, ou même ne dirigeait pas ce projet, il ne serait pas durable. Il se casserait la figure. Il y aurait le Lodge et les touristes continueraient à venir, mais il n'y aurait pas une idée globale de ce que doit être le développement pour que cette terre soit utilisée au mieux, c'est-à-dire qu'elle fournisse des emplois aujourd'hui et dans le futur. À 3/4 d'heure de bateau du Lodge, le village de Mbweka compte près de 700 habitants. La réunion a lieu sous le manguier, dans le jardin du chef, Fumo Matukwano Edward Sanjo. Chaque année, le Lodge verse environ 100 000 $ sous forme de salaire et d'achat aux villages de la région. Parallèlement, alimentée en partie par les recettes du tourisme, la Fondation finance pour moitié différents projets communautaires. Des vélos, un bateau, ou ici à Mbweka, l'agrandissement de l'école. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venu à cette réunion. Ça fait plaisir de vous voir. J'aimerais savoir quels seraient vos projets pour l'avenir de l'école. Si possible, nous aurions besoin de plus de classes dans notre école. Nous avons 5 niveaux et nous pourrions avoir un niveau de plus si nous construisions une salle de classe supplémentaire. S'il y avait 4 classes, ça serait assez pour faire fonctionner une école primaire complète? La Fondation Mandai Wilderness ne se limite pas à dialoguer avec chaque village. Elle a littéralement bâti leurs instances représentatives, les comités de village et l'association qui les regroupe tous, en une sorte d'assemblée de la région. Ils apprennent à faire entendre leur voix. Alors même si le tourisme échoue, même si cette idée de développement échoue, ou bien si les communautés veulent essayer une autre voie de développement, le fait qu'ils soient partie prenante de toutes les décisions les met dans une position de force pour défendre à l'avenir leurs droits sociaux, économiques ou politiques, quel que soit le mode de développement choisi. Et on espère qu'avec cette association de communautés, on les a aidés à créer une plateforme qui leur permettra de défendre leurs droits. C'est ainsi que les 16 villages sont parvenus à faire reconnaître par le gouvernement de Maputo un droit de propriété sur leurs terres. Une première étape sans doute vers la reconnaissance officielle de la zone protégée. Les pionniers du lac Nyassa, comme ceux de Tofo et de Gorongosa, ouvrent des pistes. Ils font des richesses naturelles du pays autant de chances de développement. En s'ouvrant à ce type de tourisme, le Mozambique peut offrir les plus belles rencontres possibles avec l'Afrique australe.